L'histoire commence dans le passé. Cela fait 50 ans que la guerre entre les humains et les démons a commencé. L'humanité a découvert la porte vers le royaume démoniaque et a pris une forteresse stratégique. Les démons, en retour, ont capturé un territoire humain. Un groupe de petits royaumes dans le sud gelé qui ont combattu jusqu'au bout. Le résultat final n'a été que destruction et chaos, causant des souffrances à l'humanité. Puis, au milieu de ce cauchemar, le héros, Yosha, est apparu avec 3 compagnons, leur but étant de détruire la race démoniaque et de redonner espoir au peuple. Mais pour une raison quelconque, Yosha a décidé de laisser son groupe et de partir seul, marchant droit vers le château du Seigneur Démon pour l'affronter. L'histoire commence avec Yosha courant prudemment dans les couloirs du château, prêt à se battre. Après avoir couru comme un fou, il atteint enfin la chambre du Seigneur Démon et avant même d'ouvrir la bouche, il se lance dans une attaque. Mais à ce moment-là, le Seigneur Démon se tourne vers lui, révélant un visage magnifique et une poitrine massive. Yosha perd complètement son concentration, son coup s'arrêtant net. En contraste avec la précipitation de Yosha, le Seigneur Démon l'accueille avec une parfaite sérénité et se présente comme Mahou, le 43e Seigneur Démon, porteuse du titre Yorubi. Yosha a du mal à y croire. Forçant Mo à prouver sa puissance, Yosha tente de dépasser sa beauté et sa poitrine pour lever à nouveau son épée. Déterminé à anéantir la race démoniaque et à apporter justice et victoire à l'humanité, Mo ne montre aucun signe de panique. Elle s'approche calmement de Yosha, lui disant qu'elle l'attendait, qu'elle voulait le rencontrer depuis longtemps. Puis, alors que Yosha reste là, abasourdi, Mo déclare fermement que le jeu entre héros et seigneur démon a déjà commencé. Mo exige alors que Yosha se soumette. Yosha refuse immédiatement et Mahou semble complètement abattu par sa réponse. Ailleurs, les compagnons de Yosha continuent d'utiliser leurs capacités pour combattre l'armée démoniaque. De retour au château, Yosha déverse une vie de colère, disant à Mo exactement quel crime la race démoniaque a infligé à l'humanité. Mais du point de vue de Mo, tout ce qu'il et le reste de l'humanité ont entendu n'est que mensonges fabriqués par des politiciens humains, un moyen d'éviter la responsabilité et de rejeter chaque échec sur la race démoniaque. Ignorant Yosha, qui prêche sa haine des démons et sa résolution de la tuer, Mo sort calmement une feuille de papier et la lui tend. En résumé, c'est un aperçu des prophéties de guerre, vues des 2 côtés. Yosha refuse de le croire, mais la vérité est là. L'élite humaine lève encore ses vers en riant, célébrant les bénéfices que cette guerre leur a apportés. Non seulement unissant l'humanité, mais aussi freinant les épidémies, les maladies et la famine. Alors que Yosha reste figé, lisant le papier, Mahou lui expose une vérité plus dure. Les nobles et seigneurs aiment se considérer comme des dirigeants, et ils mènent la guerre pour leur propre profit. Alors qu'elle est celle qui maintient la race démoniaque sous la bannière du Seigneur Démon. En vérité, les démons ont également beaucoup souffert de cette guerre. Yosha insiste toujours sur le fait que Mo est un criminel de guerre, mais il comprend maintenant qu'elle n'est pas la seule à tirer les ficelles, qu'il y a d'autres enjeux en jeu. Il exige que Mo se rende, mais Mo lui dit que la guerre ne peut tout simplement pas se terminer maintenant. La scène se déplace vers le palais royal d'une autre nation. Le prince, fils de l'empereur, est également tourmenté par la question de la guerre contre la race démoniaque, incertain de savoir s'il est même juste de se battre. L'empereur lui dit clairement que leur royaume n'a pas de terres agricoles fertiles et qu'ils dépendent du financement de la guerre envoyée par la nation centrale pour faire fonctionner le pays. Les nations du Sud, comme la leur, n'ont d'autre choix que de mener la guerre juste pour se nourrir. De retour au château, Mo invite Yosha à s'asseoir pour prendre le thé et poursuivre leur conversation. En vérité, aussi terrible que soit la guerre, les nations qui la combattent gagnent plus que du financement. Elles gagnent aussi en sécurité. Mo tend à Yosha une lanterne, et elle s'illumine d'un éclat brillant dès qu'elle touche sa main. Tous deux sont projetés dans le passé, dans les souvenirs de Yosha. Enfant, il assistait souvent aux festins et célébrations sans fin de la noblesse démoniaque, comme si la guerre n'existait pas ici. Mo déclare la dure vérité sans détour. La noblesse ne jouit de cette sécurité qu'à cause de la guerre. Si la guerre s'arrêtait, l'économie de la nation centrale deviendrait instable. Des industries entières stagnent, suivies de maladies, de famine et de pauvreté. Pendant ce temps, une femme blonde avance dans la neige épaisse avec son compagnon.
Au château du Seigneur Démon, Yusha refuse toujours de croire Mowu. Mowu continue calmement à exposer la vérité. Il sait que peu importe qui gagne, l'issue reste la même. C'est pourquoi la famille royale a envoyé Yuasa seul ici. Si les démons gagnent, ils établiront des colonies et réduiront l'humanité en esclavage. Mais si les humains gagnent, ils feront la même chose. Ils apparaissent sur un bateau dérivant le long d'une rivière, un endroit qu'elle a toujours voulu voir, un monde paisible après la guerre. Yusha, ayant tout entendu, refuse encore son offre. Maou, déçu mais pas découragé, change de stratégie. Yusha, épuisé, accepte finalement l'accord. La guerre est devenue trop épuisante pour continuer à se battre. Elle lui donnera tout, corps et âme, mais en échange, il doit obéir à ses mots. Yusha est stupéfait, ne pouvant y croire. Maou continue de tisser son offre, peignant un tableau d'un monde paisible après la guerre. Elle lui rappelle qu'ils devront faire des choses terribles. Ils partent rapidement pour leur premier voyage ensemble dans le domaine de l'agriculture. Maou, ravi, l'embrasse et touche la lanterne. Elle voit alors un souvenir d'elle-même, en train de câliner un coussin en forme de Yusha. Mortifiée, elle retire rapidement sa main. Ils partent enfin en voyage. Dans un petit village, une mère et son enfant fuient dans la nuit, mettant de la distance. C'est un petit village paisible où ils peuvent cacher leurs véritables identités. Une gouvernante a déjà préparé un logement pour eux. La gouvernante informe rapidement le chef du village que Maou et Yosha sont des chercheurs en développement agricole. Elle répand une rumeur sur leurs blessures. Au lever du jour, ils suivent la servante vers les champs du village. Maui prévoit d'augmenter la rotation des cultures de 3 à 4 récoltes, en utilisant la lanterne mémoire pour simuler cela. La première étape serait de planter de l'orge, suivie de trèfle, puis du blé, et enfin des navets. En été, le trèfle nourrit les cochons et les moutons, et leur fumier enrichit le sol. En hiver, les navets remplissent le même rôle, assurant que la nourriture ne manque jamais, tout en développant l'élevage. Il y a bien plus de projets. Mais pour l'instant, leur priorité est de faire avancer l'agriculture pour éradiquer la famine. C'est le plan, du moins. Le soir venu, le groupe quitte la maison du chef du village, le moral bas. L'homme est têtu et refuse leur proposition. Mao ne se décourage pas. Elle passe immédiatement au plan B, en élevant le niveau d'éducation des villageois. Dehors, la pluie tombe à torrents. À l'intérieur du château chaleureux, Mao et Yewusha sont assis près de la cheminée, se réchauffant. Après un moment de silence gênant, Mao fait l'éloge de Yewusha pour ses belles qualités d'homme, ajoutant qu'il n'a plus l'air d'avoir peur d'elle. Puis Mao lui avoue, très honnêtement, qu'il existe un moyen très efficace d'atténuer la fatigue d'une longue journée de travail. C'est juste un peu embarrassant. Se reposer sur les genoux d'une belle femme. Yusha entend cela et n'hésite pas une seconde, s'allongeant immédiatement avec sa tête sur les cuisses de Mao. Un peu gêné, certes, mais le pacte n'a-t-il pas déjà déclaré qu'il lui appartient? Maui est à la fois étonné et ravi, caressant doucement ses cheveux. Au milieu de cette scène chaleureuse et tendre, le bruit soudain des sabots les fait sursauter. Ça vient de l'écurie. Usher se précipite immédiatement pour vérifier ce qui se passe. Il s'avère que 2 personnes se sont introduites dans leur écurie, les mêmes 2 paysans du début de l'épisode. Ils ont l'air complètement pitoyables. La servante senior intervient et les reconnaît rapidement comme 2 cerfs en fuite, probablement échappés de l'un des villages voisins. Yusha est stupéfait qu'un système de servage existe encore dans cette société. Étant donné que les distinctions de classe ont été abolies depuis longtemps, Mao lui explique. Ce sont des serfs, essentiellement encore des esclaves à tous les égards. Bien qu'ils soient autorisés à vivre avec un foyer et un emploi, ils ne peuvent pas choisir leur métier ni où vivre, exploités par la noblesse et contraints de travailler toute l'année. En vérité, un serf en fuite commet un crime très grave, et la servante senior veut le signaler immédiatement pour que les coupables soient arrêtés. Yusha proteste immédiatement, mais la servante senior soutient qu'à cette époque, ne pas le signaler compromettrait leurs prochaines étapes. À ce moment-là, Mao arrête la servante, lui demandant d'attendre jusqu'à demain pour faire le rapport et de laisser les 2 fugitifs se baigner et recevoir des vêtements appropriés pour l'instant. Ainsi,
les deux serfs sont amenés dans le château et reçoivent leur premier vrai repas depuis des jours, réchauffé par un feu crépitant. Une fois qu'ils ont mangé à leur faim, la plus âgée des deux serfs se lève, remerciant Yuasha et Mahou pour leur gentillesse. Mais elle leur demande aussi de ne pas les signaler tout de suite. Suppliant pour un peu plus de temps, la servante senior s'oppose immédiatement, arguant franchement qu'ils n'ont plus rien à quoi se raccrocher de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent exactement ? La plus jeune prend rapidement la parole, disant qu'elles veulent essayer d'atteindre la capitale et de s'y installer. La servante senior continue de leur lancer des remarques méprisantes, les accusant d'exploiter la gentillesse des autres pour mendier de la nourriture et d'avoir ensuite le culot de faire des demandes comme celle-ci. Yoshua essaye encore une fois de prendre leur défense, mais Mao Wu l'arrête rapidement. Finalement, après avoir écouté la servante senior, ils cessent de supplier et s'excusent plutôt pour les ennuis qu'ils ont causés. Mais ensuite, la plus âgée implore la servante senior de les traiter simplement comme des personnes. En voyant les deux sœurs à genoux, la servante senior leur dit de ne pas baisser la tête, de se comporter dignement. Ben va demander la permission à Mahou d'amener d'autres servantes. Yuasha est stupéfait mais ravi, et Mahou sourit et acquiesce. Le lendemain, la plus jeune, maintenant servante, marche joyeusement avec un paquet de pain frais, appelant Yosha. Le groupe partage un repas heureux dans les bois. Depuis qu'elles ont rejoint le personnel du château, les deux sœurs ont appris à lire et à compter grâce à Mahou. Avec de nombreuses nouvelles opportunités, Yosha se lamente de ne pas pouvoir vraiment aider qui que ce soit. Certes, il sait chasser, mais il n'est pas particulièrement intelligent et ne peut pas cultiver ni faire grand-chose d'autre. Yosha aspire à la paix, mais il n'est pas sûr qu'elle puisse vraiment exister. Mettant cette pensée de côté, le groupe retourne au château. Dans une autre pièce, avec la servante en formation, plusieurs autres apprennent les mathématiques et les principes économiques avec Mahou. La servante en formation semble désireuse d'apprendre, posant des questions sur les croisades de la capitale sainte. Une autre personne dans la pièce lève la main pour répondre, offrant une brève explication de la guerre entre les humains et le royaume des démons. Et Mahou en profite pour expliquer le rôle de l'économie dans la guerre. Un autre étudiant se lève, soutenant que la guerre ne peut pas être résolue uniquement par l'économie, et plusieurs autres de milieux différents acquiescent. Seule la servante en formation, l'ancienne serf ayant vécu la famine, comprend vraiment l'importance de l'économie. Yosha, errant dans les couloirs du château, croise Mahou, assise tristement sur les escaliers. Elle se sent complètement désespérée face à l'éducation, pensant que ses étudiants ne sont pas prêts à comprendre quoi que ce soit. En entendant cela, Yusha propose de l'accompagner à sa prochaine séance d'enseignement. Ils mettent des imperméables et sortent ensemble vers la maison du chef du village pour continuer leur effort éducatif. En chemin, Mahou se confie à Yusha sur son plan. Enseigner d'abord à la noblesse, puis les laisser diffuser le savoir. Cette fois, en se rendant chez le chef du village, Mahou apporte une boîte, comme une arme secrète. 3 mois et 9 jours se sont écoulés. Les terres agricoles qu'ils avaient visitées ont maintenant donné 4 récoltes, exactement comme Mahou l'avait prévu. Les agriculteurs et les villageois se sont habitués à leur présence, les considérant même comme des sages qui ont aidé à élever le village à un nouveau niveau. De retour au château, Yoshua se lamente de ne pas pouvoir cultiver lui aussi, mais ses mains sont trop fortes et il ne peut rien apporter. Dans la cour du château, ils aperçoivent les étudiants, les servantes en formation et les enfants nobles, discutant ensemble, une scène qui les satisfait tous les deux. À l'intérieur, Mahou annonce que la saison des récoltes est arrivée, et il se dirige rapidement vers un autre endroit. Cet endroit semble être une grande ville prospère, bien plus grandiose que le village rural, et Yoshua semble bien la connaître. C'est la nation du lac. Étant située au nord, elle n'est pas aussi froide que la nation de l'Est. Il se dirige rapidement vers la ville, en route pour l'église. L'humanité a une foi immense, partagée également par les nobles et les roturiers. Yuasha, étant lui-même humain, peut aussi sentir que le dieu de la lumière vénéré est réel, quelque chose qu'il ressent vraiment. Bien qu'il ne soit pas particulièrement dévot, tout le monde apprend à lire et à écrire à l'église, qui abrite aussi des projets de recherche mystérieux, attirant plus l'attention de la noblesse que de la royauté. Mo, entendant cela, veut immédiatement utiliser cet atout à leur avantage pour leurs projets futurs. Ils entrent rapidement dans l'église pour continuer leur travail. Une religieuse,
après avoir entendu leur demande, se tourne pour aller chercher l'abbesse afin de leur parler. Yuosha, à ce moment, demande à Mahou si quelque chose la dérangeait plus tôt, car elle lui fait parfois craindre pour elle. Mais avant que Mahou puisse répondre, l'abbesse arrive, se présentant comme la savante Ku, une chercheuse en agriculture. Mahou et Yusha se présentent rapidement à leur tour. Dès que l'abbesse entend Yusha se qualifier de guerrier, elle s'emporte de colère, exigeant de savoir s'il est bien ce Yusha. Il semble que cette femme le connaisse personnellement, le questionnant sur son départ, pourquoi il a disparu sans laisser de traces pendant 1 an, et pourquoi il a abandonné son groupe. L'abbesse ne lui laisse pas le temps d'expliquer, le giflant et exigeant qu'il lui explique tout sur le champ. Moho, pour clarifier, fait asseoir tout le monde à une table et raconte que Yusha a combattu le seigneur démon, a été gravement blessé et a dû battre en retraite. En fuyant, ils ont croisé Yosha qui a accepté de devenir son garde du corps. L'abbesse, entendant cela, se calme et s'excuse d'avoir tiré des conclusions hâtives. L'abbesse Q partage alors son histoire. 1 mois après avoir rapporté que Yusha avait quitté le groupe pour aller seul au château du seigneur démon, elle a reçu une lettre disant que Yusha était mort en combattant le seigneur démon et que les autres voulaient en faire un récit profitable. Refusant cela, elle est retournée à l'abbaye où elle avait servi. Yusha, entendant cela, loue l'abbesse Ku comme une bonne personne, remarquant qu'elle est aussi remarquablement virile et honorable, donc pas besoin de cacher qui elle est vraiment. Elle finit par abandonner son masque, révélant son vrai moi en tant que tomboy, sans aucun artifice. L'abbesse Ku les informe sur ce qui est arrivé au reste du groupe. Un membre a pris de l'argent et est parti travailler pour une organisation de renseignement dans un autre pays. Pendant ce temps, la sorcière de leur groupe est encore en route vers le royaume des démons, déterminée à retrouver Yusha. Yusha, inquiet, rassure l'abbesse Ku de ne pas se blâmer, convaincu que la sorcière ne mourra pas si facilement. Mettant cela de côté, Yusha présente rapidement Mohu et explique la mission qu'ils ont. Mohu ouvre la boîte qu'elle a apportée, révélant de grosses pommes de terre délicieuses à l'intérieur. Elle explique cette culture à l'abbesse Ku et demande même aux sœurs ici de l'aider à en cuisiner. L'abbesse Q en goûte une, et en effet, la saveur est excellente. Mohu décrit les avantages de cette culture, mentionnant juste qu'elle est légèrement toxique si elle germe, mais sinon parfaitement sûre, très productive et se conserve longtemps. L'abbesse Q sent tout de suite que cela pourrait être une solution puissante contre la famine, mais elle note que l'Église n'a pas les fonds pour les soutenir en ce moment. La véritable raison de la venue de Mohu est de demander à l'abbesse Ku de l'aide pour construire une église dans son propre village, l'utilisant comme un moyen de diffuser des méthodes agricoles efficaces. Et pas seulement dans ce village. D'autres villages ont aussi besoin d'églises, car c'est seulement ainsi qu'ils pourront construire un avenir radieux pour tous. Elle veut utiliser les pommes de terre et l'agriculture pour rassembler les gens et construire l'unité. Ces mots laissent l'abbesse Q stupéfaite, mais elle accepte rapidement, offrant même de se rendre personnellement au village de la Nation de l'Est pour réaliser la tâche elle-même. Yushao veut s'opposer tout de suite, mais le regard intimidant de la femme en face de lui le paralyse. Les négociations terminées, la conversation revient à la vie quotidienne. Les deux femmes, Maolu et l'abbesse Ku, échangent immédiatement un regard tout sauf amical, laissant Yusha, pris au milieu, complètement effrayé pour elle. Après un intense duel de regards, c'est l'abbesse Ku qui cède la première. Alors que la nuit tombe, Yusha et Mahou sortent de l'église. Yusha demande à Mahou pourquoi elle s'est enfermée dans sa chambre toute la journée d'hier. Mahou explique qu'elle a soigneusement planifié l'avenir du village, s'assurant que le sol ne se dégrade pas et que le développement reste durable à long terme. Tous deux discutent des approches possibles et de ce qui doit être préparé pour l'avenir. Maowu évoque le dirigeant de la région côtière, une figure imposante et musclée, notant qu'ils doivent éviter tout conflit avec lui. Mais la plus grande préoccupation n'est pas lui. C'est l'alliance économique des marchands libres et des villes indépendantes du Sud. Leur influence est tout simplement trop vaste, et leur ville capitale est tout aussi massive. En ce moment, ils investissent la majeure partie de leurs ressources dans le commerce du blé. Et s'ils continuent à croître, ils pourraient même renverser des rois et des empereurs. Uisha se souvient soudain
que cette même alliance avait essayé de le recruter comme leur porte-parole, essentiellement pour faire de la propagande. En y repensant, il se sent incroyablement stupide d'avoir même envisagé cela. Et en effet, l'Alliance n'a jamais été connue pour tenir ses promesses. Tout ce qui les préoccupe, c'est leur propre sécurité et expansion. Au sein de l'Alliance, un groupe de personnes fixe intensément quelque chose appelé une boussole. Quelqu'un explique rapidement ce que c'est. Bien que cela puisse rapporter d'énormes profits à l'Alliance, le problème est qu'ils ne l'ont pas créé eux-mêmes. Cela leur a été apporté par une figure mystérieuse, et cela rend toute la pièce mal à l'aise. Cette figure mystérieuse se fait appeler Scholar Q, vivant dans un village de la Nation de l'Est. Il se rappelle rapidement que le chef de ce village a déjà négocié avec l'église de la Nation du Lac, ce qui renforce encore leurs suspicions. Pourtant, le chef de l'Alliance trouve l'invention bien trop remarquable pour passer à côté et insiste pour qu'elle ne tombe jamais entre d'autres mains. De retour dans le village de la Nation de l'Est, les deux servantes en formation reçoivent une abondance de viande et de légumes des villageois, des cadeaux pour le château, les faisant presque oublier qu'elles étaient autrefois des serfs. Ce soir-là, Mowo surprend Yusha en train de faire ses bagages et s'approche, très mécontente. Elle ne lui interdit pas de partir, mais insiste pour qu'il vienne d'abord avec elle. Mahou sort une énorme armure. Comme le royaume des démons a déjà commencé à remarquer son absence, elle veut que Yuasa s'occupe de ce chaos en attendant. Yuasa prend la liste d'instructions de Mahou et, voyant à quel point elle a l'air irritée, ne sait pas quoi faire. Il s'avère que Mahou a été conseillé par la servante senior, qui lui a dit de prendre l'initiative et d'attaquer en premier, idéalement en se dépêchant d'avoir des enfants pour sécuriser leur plan. Mou veut vraiment faire cela. De plus, elle est aussi profondément anxieuse à l'idée qu'il puisse finir par avoir une amante quelque part. Surtout maintenant que Yosha s'en va chercher sa compagne. Au final, Yosha donne un baiser sur le front à Mahou pour la rassurer, promettant de terminer le reste quand ils se reverront. Puis, il prend rapidement l'armure et se téléporte ailleurs. Alors que la nuit tombe sur le château, les servantes entourent Mahou, l'aidant à se préparer magnifiquement pour rencontrer un partenaire important. Elle la taquine à propos d'une lettre d'amour de Yusha, n'est-ce pas? Mais Mowu explique que ce n'était qu'un rapport de situation ordinaire. Rien de plus. L'automne est maintenant arrivé. Mahou se souvient du jour où Scholar Q est arrivé ici, sac à la main, pour apprendre que Yusha était déjà parti. Elle est entrée dans une rage folle, prête à tout détruire. Mais après, Scholar Q a décidé de rester quand même, enseignant même aux élèves de Mahou comment utiliser une épée. Depuis le départ de Yosha, Mahou a complètement cessé de se préparer, laissant les servantes sans choix que de la maintenir physiquement pour changer ses vêtements. Une fois qu'elle est magnifiquement habillée, la servante senior rappelle à Mahou qu'elle s'apprête à rencontrer les marchands de l'Alliance, donc elle doit rester calme et tactique. Heureusement, si Yusha revient à temps pour la réunion, tout ira bien, mais si les choses tournent mal, elles devront fuir immédiatement. Pendant ce temps, les marchands de l'Alliance sont déjà en route en voiture vers le village de la Nation de l'Est. Ils sont venus avec un plan déjà en cours pour cette réunion, prêts à agir dès qu'ils rencontreront la personne qu'ils doivent voir. De retour au château, la servante senior arrive pour annoncer que les marchands sont arrivés et il est temps d'agir. Ainsi, Maui, magnifiquement et élégamment vêtu, se tient à la porte pour accueillir les marchands. Les deux parties échangent les compliments et salutations les plus chaleureux possibles. Dès qu'ils entrent dans la salle de négociation, Mahou, comme toujours, ouvre à nouveau sa boîte mystérieuse, révélant cette fois d'énormes épis de maïs. Ce maïs nécessite très peu d'eau et prospère dans la chaleur, ce qui le rend parfaitement adapté aux terres du sud manquant de conditions de culture favorables. Les marchands repèrent immédiatement l'opportunité qui se présente à eux. Mahou leur rappelle que cet accord promet des profits extraordinairement élevés, capables de stimuler l'économie tout en élargissant encore l'influence de l'Alliance. Les marchands rusés saisissent rapidement l'implication cachée derrière les mots de Mahou, demandant immédiatement ce qu'elle recherche exactement. Mahou ne le cache pas, déclarant clairement qu'elle veut mettre fin à la guerre par une résolution pacifique. Le marchand s'oppose immédiatement à sa proposition. L'Alliance a besoin de victoire à tout prix. Les marchands échangent rapidement des signaux entre eux, transmettant des instructions à leurs hommes embusqués juste à l'extérieur de la lisière des arbres.
sauf que ces hommes n'ont aucune idée que derrière eux, la servante senior les a déjà entourés en utilisant toute la puissance de ses pouvoirs démoniaques. Dans la salle de négociation, Mao Wu continue d'insister sur le fait que cet accord sera sans aucun doute rentable. Mais les marchands ont perdu patience, accusant à plusieurs reprises Mao Wu de trahir l'humanité. Pourtant, après avoir entendu à nouveau l'explication de Mao Wu, le marchand principal éclate soudainement en un large sourire, surprenant même ses propres collègues, car cela ne faisait pas du tout partie du plan. Au fond, ce sont d'abord des marchands, bien avant d'être des humains ou des serviteurs d'une église. Donc, les intérêts économiques l'emportent sur tout le reste. Ainsi, le marchand décide finalement de signer l'accord avec Mao Wu pour l'entreprise à venir. L'autre homme fait rapidement signe aux hommes dehors et le groupe en embuscade, recevant le signal, se retourne et se retire. À partir de là, l'atmosphère entre les deux parties devient visiblement plus détendue. Alors que la nuit tombe, Mao et sa servante sortent pour raccompagner les marchands. Les deux parties ont convenu de renforcer leur alliance et de développer l'économie ensemble. À ce stade, le marchand demande à Mao Wu ce qu'elle pense être le deuxième lien le plus fort au monde après l'économie. Mao Wu répond sans hésitation que c'est l'amour, une réponse qui laisse le marchand complètement stupéfait, éclatant de rire. Puis, à la grande surprise de tous, il propose mariage à Mao Wu sur le champ, promettant d'envoyer une dot avec des cadeaux. Avant que Mao Wu puisse même décliner, le marchand lui fait un rapide adieu, laissant Mao Wu complètement déconcerté. La scène se déplace vers le palais royal, où le prince de ce royaume a également appris ce qu'est la pomme de terre, se répandant largement grâce à l'église de la nation lacustre. Et ce n'est pas tout. De nombreuses nouvelles inventions émergent, y compris des écoles, et même quelque chose appelé des moulins à vent. Grâce à ces développements, la vie des gens ordinaires s'est considérablement améliorée et le prince commence à espérer que la guerre pourrait bientôt se terminer, leur permettant de se concentrer sur le soutien à la croissance du monastère. L'homme à ses côtés lui rappelle seulement que si la guerre se termine, le financement de la nation centrale disparaîtra avec elle et leur pays ne pourra tout simplement pas tenir sans cela. Le prince, bien qu'il soit réticent à l'accepter, sent les premières graines du doute commencer à germer en lui. De retour au château, l'Alliance a envoyé une multitude de rapports concernant leurs affaires entre les deux parties. Mao Wu n'y prête aucune attention. Ce qui la frustre vraiment, c'est que 6 mois se sont écoulés et que Yusha ne lui a toujours pas donné de nouvelles, la laissant à la fois inquiète pour sa sécurité et anxieuse que quelqu'un l'ait éloignée d'elle. La senior maid n'a d'autre choix que d'inciter Mao à se reposer, la guidant doucement vers le salon avant d'appeler Yusha à se dépêcher. Il s'avère que Yusha est déjà revenu depuis un certain temps et se cache actuellement sous une chaise. Il n'a dit à personne qu'il était de retour, demandant plutôt à la senior maid de lui apporter de la nourriture et du papier pour qu'il puisse écrire une lettre à Mao, prétendant qu'il est toujours en sécurité, comme s'il n'était pas revenu du tout. Sous l'interrogatoire de la maid, Yusha admet qu'il a évité Mao, confessant qu'il se sent complètement inutile pour elle, ayant même besoin de sa protection parfois, ce qui lui fait sentir qu'il n'est plus un héros. La senior maid lui rappelle simplement que, selon le pacte, tout ce que Yusha a appartient maintenant à Mao. Cela signifie que chaque inquiétude, chaque malaise, chaque rêve et espoir, chaque prière, chaque émotion qu'il ressent, appartient aussi à Mao, et elle peut tout ressentir. Pendant ce temps, dans la cuisine, les deux maids en formation discutent joyeusement du prochain festival de danse du village. En contraste frappant avec leur joie, le prince de ce royaume bouillonne de frustration. Furieux que la nation centrale continue d'exiger que son royaume attaque les démons sans envoyer la moindre renfort en retour. Ayant déjà accepté le financement de la guerre, ils n'ont d'autre choix que de continuer à se battre. Pourtant, les pertes qu'ils subissent sont énormes, laissant le prince profondément amer. Le lendemain matin au château, les étudiants parlent avec enthousiasme de la guerre à venir et de la nécessité de se battre. Le savant Q leur rappelle seulement de réfléchir soigneusement à savoir si la guerre est vraiment une bonne chose et qui a réellement raison, espérant que s'ils mettent les pieds sur le champ de bataille, ils ne finiront pas morts. Même en disant cela, le savant Q ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour eux, les imaginant réellement partir à la guerre. La maid en formation essaie seulement de la réconforter
tout en exprimant son propre souhait d'apprendre à se battre. Derrière le château se dresse un bâtiment en verre, l'église du village. Lorsque cela fut terminé, les fonds de l'abbaye avaient été complètement épuisés. Bien que son importance soit si grande que le coût semble à peine compté, la maid en formation parle aussi de son temps ici. Même si elle a reçu une éducation et une vie vraiment bonne en cet endroit, elle se retrouve toujours troublée par une question. A-t-elle vraiment réussi à devenir une vraie personne ? Une guerre est sur le point d'éclater pour reprendre une île actuellement occupée par la race démoniaque. La nouvelle se répand loin et large. L'alliance économique des marchands libres suit également de près les affrontements imminents, espérant prendre le contrôle de l'île pour étendre encore plus leur route commerciale. Ils évoquent à nouveau Mao, se souvenant du marchand qui avait un jour avoué ses sentiments pour elle. Pourtant, le véritable intérêt du groupe reste sur la manière dont l'équilibre des pouvoirs pourrait changer dans un avenir proche si cette guerre éclatait réellement. Dans une certaine ville, à l'intérieur d'une taverne, des soldats mangent et boivent bruyamment, regardant avec amusement l'un des leurs harceler un travailleur démon. À ce moment-là, Yosha, en armure, entre dans la taverne et, en tant que main de la justice, anéantit toute la bande arrogante de soldats sans pitié. La scène se déplace vers la côte du royaume, où des divisions de l'armée et des navires sont prêts à lancer une nouvelle attaque pour reprendre l'île occupée par les démons. Entendant quelqu'un insulter son défunt père, le prince s'emporte immédiatement, prêt à défier l'homme en duel sur le champ. Mais son propre père le retient, et ils n'ont d'autre choix que de rester silencieux. Le prince sent clairement que si cet imbécile incompétent mène la charge, l'humanité risque vraiment de perdre ce combat. Quoi qu'il arrive maintenant, le drapeau est déjà levé et la campagne a commencé. Yosha, avec la femme démon à ses côtés, apprend que la ville frontalière où il se trouve est dirigée par un ordre de croisés, avec 4 forces extérieures tournant dans la ville, tandis que les factions à l'intérieur et à l'extérieur ne sont composées que de voyous qui harcèlent la population locale. Les forces stationnées à l'intérieur ont un statut plus élevé, généralement des nobles ou des connaissances personnelles de la couronne. Depuis que la race démoniaque a perdu le contrôle de cet endroit, les croisés ont établi un système d'esclavage pour les démons restants. Yusha est immédiatement outré, et cela renforce encore plus tout ce que Mao lui avait dit des années auparavant. Bien que les gens de cette ville soient vraiment terribles, ceux stationnés à la forteresse de l'Est sont différents. C'est pourquoi les démons en fuite s'y réfugient souvent. Le lendemain, Yosha demande à la femme démon de l'emmener dans un temple abandonné. À ce moment-là, un bruit fort résonne au loin. Attirant son attention, un vieux démon affaibli, hurlant les insultes les plus grossières imaginables contre l'humanité. Cette expérience approfondit encore la compréhension de Yuasha de tout ce que Mao lui avait dit. La scène change à nouveau. L'armée humaine a commencé à naviguer vers l'île, se préparant à lancer leur révolte. Mais à ce moment-là, ils aperçoivent un monstre colossal, ses tentacules s'agitant sauvagement alors qu'il détruit des navires. Sous les vagues, des calmars géants surgissent également, et les armes humaines semblent n'avoir aucun effet sur eux. Des flottes entières sont englouties dans l'obscurité de la nuit. Le lendemain, au château de Mao, Mao trouve la savante Q assise dehors, admirant tranquillement les fleurs. Les 2 femmes restent silencieuses, profitant du paysage paisible qui les entoure, chacune perdue dans ses pensées sur la bataille qui s'est déroulée la nuit précédente. Au palais royal, le prince bouillonne de colère en écoutant les fonctionnaires de la nation centrale se plaindre de leur défaite, montrant aucun égard pour le fait que son propre père a donné sa vie dans cette bataille. Tout ce qui les préoccupe, c'est de blâmer son royaume pour ne pas avoir assez essayé, les accusant même de collusion avec l'Alliance, prenant leur argent et monopolisant une invention capable d'apporter de la richesse au peuple. N'ayant plus d'autre option, le prince, désormais couronné empereur, décide de lancer une seconde attaque, non pas pour l'argent cette fois, mais pour le sang déjà versé au nom de la paix. Sortant de la salle de réunion, le nouvel empereur ordonne à ses hommes de contacter rapidement l'autre camp pour préparer la campagne à venir. De retour au château, la savante Q vient dire au revoir à Mao Wu, se préparant à partir. Mao Wu ressent une profonde tristesse à ce départ et après un moment de réflexion, décide de révéler la vérité. Elle est elle-même la seigneur démon. Bien que la femme devant elle soit une héroïne dévouée à la justice, la savante Q
répond simplement qu'elle n'a pas l'intention d'être une héroïne. Devant Mao, elle ne sera rien de plus qu'une abbesse. Et sa confession a déjà été reçue par Dieu, donc il n'y aura aucun problème à ce sujet. En vérité, Mao n'a aucune idée que c'est Yusha lui-même qui a révélé ce secret à la savante Q avant d'enfiler son armure et de partir. Avant de quitter le château, la savante Q rappelle à Mao que le lien entre elle et Yusha est plus profond que tout pacte, et cela seul suffit pour que toutes deux, Mao et elle, deviennent amies. La savante Q, ayant reçu l'ordre de partir au combat, promet qu'elle ne mourra pas, qu'elle reviendra vers eux. Après avoir vu la savante Q partir, Mao Wu retourne dans le salon, où la jeune maid en formation lui offre une petite poupée en forme de Yusha et une bouteille de parfum en préparation pour le prochain festival de danse du village. Non seulement cela, la maid senior reçoit également un joli tablier comme cadeau de leur part. Ce soir-là, malgré ces cadeaux, Mao ne les rejoint toujours pas au festival. Seuls les maids y vont sans elle. Seul dans le château, Mao laisse enfin transparaître sa tristesse. Une année entière s'est écoulée, et Yusha n'est toujours pas revenue. Tout ce qu'elle peut faire, c'est sortir l'oreiller imprimé de Yusha et la petite poupée de Yusha pour combler le vide où il devrait être. À ce moment-là, Yusha apparaît dans la pièce et la salue. Mo, d'abord surprise, saisit immédiatement l'oreiller et le lui lance en représailles. Yusha explique qu'il a été occupé avec des affaires à la ville frontalière et qu'il doit encore comprendre comment gérer la situation à la forteresse de l'Est. Il essaye simplement de suivre à la lettre tout ce que Mao a noté pour lui. Bien que Yusha soit un homme de cœur, mentionner d'autres femmes réveille en Mao colère et jalousie. Voyant sa réaction, Yusha riposte en lui demandant si elle flirte avec les nobles et ce riche marchand. Ne niant pas, Mao se fait traiter de poitrinaire. Les deux éclatent instantanément en une dispute. À ce moment, de la musique arrive de l'extérieur du village. Le son du festival de danse commence. Yuesha veut allumer la lanterne, mais Mo, mal à l'aise, ne veut pas qu'il voie son visage nu. Yuasa lui dit qu'il la trouve toujours belle, peu importe quoi. Dans l'embarras, Yuasa les conduit sur la terrasse du château. Dehors, les villageois dansent ensemble en célébration. À l'intérieur, Yosha et Mao dansent aussi, dans un moment tendre et romantique. Juste au moment où ils s'apprêtent à s'embrasser, la musique s'arrête et ils doivent se lâcher. En vérité, Yusha n'est revenu que pour un bref instant. Il doit repartir pour aider à reprendre la ville frontalière ce mois-ci. La prochaine fois qu'ils se rencontreront, ce sera probablement sur le champ de bataille. Ils se font la promesse et Yusha remet son armure avant de partir. Cette fois, Mao Wu n'est pas triste. Elle espérait tenir bon. Aujourd'hui, Mao Wu travaille dur et a inventé quelque chose comme une fusée qui vole en tournoyant, explosant à l'impact. La servante en formation, après un silence, demande à Mao Wu ce qu'est la guerre et pourquoi elle ne finit jamais. Mao Wu réfléchit à la question, réalisant qu'elle n'a pas vraiment de réponse. La guerre est, en essence, un conflit à grande échelle entre deux forces opposées. Pendant ce temps, l'hiver est arrivé. Les soldats du royaume surveillent toujours l'île capturée, préparant leurs prochaines étapes. En écoutant l'explication de Mao Wu sur la guerre, la servante en formation ne comprend toujours pas. Pourquoi les gens créent-ils la guerre? Si un conflit surgit, pourquoi ne pas simplement négocier, devenir amis et jouer ensemble? Mao Wu lui dit que certaines choses, elle les comprendra quand elle sera plus âgée. La guerre arrive parce que les gens ont aussi besoin d'escalade et de croissance. Alors qu'il parle, d'autres servantes entrent dans la pièce, leur rappelant qu'il est temps de partir. Dehors, une file de carrosses attend, prête à emmener Mao vers l'île, maintenant occupée par la race démoniaque. À quelques centaines de miles, Yusha se tient. À la ville frontalière, les soldats humains sont pris par une force étrange et invisible. Yusha, sous sa forme déguisée, s'avance, suivi de crânes ailés qui terrorisent les soldats. En fait, Yusha a demandé aux fées de se transformer en ces crânes pour effrayer les soldats. Une fois qu'il a réglé cela, Yusha demande à un oiseau démon de créer un canal de rêve vers le quartier général de l'armée croisée, leur livrant les pires cauchemars imaginables. Pendant ce temps, du côté de l'armée humaine, le savant Q discute avec les autres, préparant la bataille à venir.
La rumeur se répand que le mystérieux chevalier noir est réapparu. Mais les soldats sont trop terrifiés pour avancer, laissant le commandant ordonner de soudoyer les hommes avec de l'argent et de belles femmes pour éviter la désertion. Le lendemain, Mowu, déguisé en savant-cul, arrive pour rencontrer l'empereur du petit royaume. Au moment où le majordome, ancien membre de l'équipe d'Usha, la voit, il s'avance, admirant ouvertement la poitrine massive de Maowu. Mettant cela de côté, Maowu serre rapidement la main de l'empereur en guise de salutation. L'empereur veut lancer une nouvelle attaque pour reprendre l'île, pour restaurer l'honneur de son pays et développer l'économie du royaume. Maowu, entendant cela, se sent rassuré et offre des cadeaux à leur armée pour la bataille à venir. Ce soir-là, les soldats ouvriers reprennent le travail. Grâce à leurs efforts et aux dons de Mao de ciment, de sel et d'eau de mer, d'énormes blocs de pierre sont fusionnés, formant un chemin vers l'île. En échange de ce cadeau, Mao demande simplement à l'empereur un peu de temps, demandant d'attendre un jour pair avant d'engager le combat. De l'autre côté, en apprenant que les humains ont construit un chemin vers eux, le chef démon est complètement stupéfait. Dehors, les humains atteignent rapidement l'île et commencent à repousser les forces démoniaques. En chemin, le calmar géant refait surface. Mais comme le combat se déroule maintenant sur Terre, les humains se retrouvent sur un terrain beaucoup plus égal. En voyant la première légion tomber, les légions restantes avancent pour continuer le combat. Au soir, le chemin menant à l'île est imbibé de sang, des cadavres humains et démoniaques éparpillés partout. Le savant Q revient rapidement de l'île à cheval pour faire le point. Ils ont franchi la deuxième ligne de défense des démons. Les pertes s'élèvent à environ 500, un véritable succès, bien qu'il semble qu'ils aient atteint leur limite ici, car la forteresse démoniaque au-delà semble complètement imprenable, gardée par un général démoniaque d'une puissance extraordinaire. Les forces humaines comptent un peu plus de 13 000 maintenant, pas assez pour assiéger et remporter la victoire. À ce moment-là, une nouvelle arrive. Une immense armée est apparue loin au sud, dangereusement proche du territoire démoniaque. Comptant plus de 9000 hommes, tandis que tout le monde reste figé dans l'incrédulité, seul Mowu reste calme. Tout se passe exactement comme prévu. Ce sont les soldats de la ville frontalière. De retour dans la ville frontalière, l'endroit est désormais complètement vide. Le commandant, se retournant pour s'échapper, est intercepté avant de pouvoir fuir. Il prétend qu'il part envoyer des renforts à la campagne de l'île, abandonnant tout le monde dans la ville à la mort, puis s'enfuit rapidement. Dans ce moment de désespoir total, l'assistant du commandant s'avance, déclarant clairement qu'ils n'ont d'autre choix que de suivre l'exemple de leur ancien commandant, même si cela signifie que la ville frontalière tombera sous le règne des démons. Sur le front, ce n'est pas seulement l'armée humaine qui avance. Les démons avancent aussi sur leur propre chemin. À ce moment-là, une énorme explosion secoue la tente du conseil de guerre, envoyant tout le monde se mettre en position défensive. À la grande surprise de tous, Yuasa est revenu, apportant cette armée de renforts avec lui. Avant que quiconque puisse même l'accueillir, un général démon s'avance dehors, prêt à se battre. Mao ordonne immédiatement aux soldats de se retirer. Son véritable objectif était seulement d'utiliser les légions humaines pour repousser le monstre vers le territoire démoniaque. Rien de plus. Yusho veut charger et attaquer, mais le savant Q se précipite en avant. Elle se rue droit vers le démon. Et tous deux, un général démon et un humain, s'affrontent comme deux généraux en bataille. Le savant Q fige le général démon, mais il brise la glace en un instant, et tous deux retombent dans une impasse tendue. Enfin, d'un seul coup d'épée à travers la tête, le général démon est enfin vaincu, s'effondrant sans vie au sol. Les soldats, après un moment de silence stupéfait, éclatent en acclamations joyeuses pour cette victoire, puis se retournent pour achever les forces démoniaques restantes. Sur les murs de la forteresse, Yusher enlace Mowu, et tous deux se tiennent ensemble, prenant calmement la scène devant eux. Ce soir-là, de retour dans la capitale, l'empereur organise une célébration avec ses sujets et soldats pour marquer la victoire de l'humanité. À ses côtés, Maowu et le savant Q sont également acclamés comme les deux véritables héros de ce triomphe. Yusha ne participe pas à la fête, choisissant plutôt de boire tranquillement en hauteur avec son ancien compagnon, observant de loin.
Étant le plus expérimenté, son compagnon comprend exactement pourquoi Yusha a quitté le groupe, ainsi que la solitude que Yusha a ressentie envers l'humanité. Et il est vraiment heureux de voir que Yusha a enfin trouvé son propre chemin. Yusha ne ressent aucune tristesse à ce sujet. Tant que tout reste sur la bonne voie avec le plan, c'est tout ce qui compte. Tous deux lèvent à nouveau leur verre, portant un toast au retour de Yusha. Le nouvel épisode s'ouvre sur la maid en formation, qui a appris à écrire et commence à tenir un journal. Elle écrit sur une journée paisible au château. Le seigneur et la dame, Mo et Yusha, restent aussi proches que jamais, et même sans la maid senior, le chevalier écarlate passe souvent. Depuis que cet ancien prince a pris le trône, d'innombrables réfugiés et serfs se sont portés volontaires pour rejoindre l'armée, travaillant avec le roi pour faire avancer l'économie et la stabilité du pays. Les élèves de Mao Wu ont également été envoyés au palais pour soutenir le roi, tous travaillant avec une grande dévotion. Le village de la nation de l'Est continue de vivre paisiblement jour après jour. Dehors du château, Usha et le savant Q s'entraînent ensemble dans la cour, pratiquant leur escrime. Une fois terminé, ils se dirigent ensemble vers le puits pour se laver. L'atmosphère paisible au château donne l'impression que la paix pourrait être proche. Bien que ce ne soit pas le cas, pas encore. Ce jour-là, Malu leur rappelle qu'avec leurs forces et ressources actuelles, ils pourraient mettre fin à la guerre, mais éteindre les flammes du conflit ailleurs serait bien plus difficile. Que les humains ou les démons l'emportent, le perdant souffrira toujours, entraîné en enfer. Même si la guerre se termine, la paix n'est pas garantie. Yusha, pour sa part, croit toujours que Mowu trouvera un moyen de résoudre la situation actuelle, la voyant comme une personne vraiment remarquable. En entendant cela, le savant Ku ressent un pincement d'inadéquation, comme si elle était inférieure. Yusha la rassure en disant qu'elle est aussi remarquable à sa manière, et que c'est lui qui devrait se sentir un peu envieux. Yusha entre dans le château et est accueillie par la maid en formation, qui lui tend un verre de jus d'orange frais qu'elle a préparé elle-même. Moel remarque que c'est une boisson merveilleuse, quelque chose que la fille a créé après avoir appris sur le gaz carbonique, un soda orange pétillant. Louée pour son talent, la fille s'en va joyeusement à travers le château. Yusha et Mao ressentent tous deux une joie immense, voyant comment la petite fille timide a fleuri en quelqu'un de si lumineux. Seul dans la chambre, Mao aide Yuosha à démêler ses cheveux. Demain, Yuosha repartira pour assister à une réunion de conseil dans la ville frontalière, cette fois en tant que chevalier noir, représentant du seigneur démon. Mao lui rappelle simplement de ne pas se faire attraper par le roi dragon et de rentrer directement chez lui dès que la réunion se termine. Yuosha mentionne qu'il y aura aussi un festival là-bas, destiné à rapprocher humains et démons. De retour dans la ville frontalière, l'ancien commandant, après avoir fui son poste, a déjà été capturé et inculpé. Peu importe combien il essaye de se justifier, la culpabilité est déjà scellée. Il paiera de sa vie, enfermé dans une cellule sombre, en attendant son exécution. Le lendemain, Yusha, en armure complète, arrive dans la ville frontalière et partage un repas joyeux et une conversation avec le nouveau commandant de la ville. La princesse dragon apparaît également, insistant fermement qu'elle est la femme du chevalier noir Yusha, laissant ce dernier complètement désemparé. La scène revient au village de la nation de l'Est. Soudain, un puissant tremblement de terre frappe, plongeant tout le monde dans la panique, les meubles tombant partout, les villageois se précipitant sous les tables pour se mettre à l'abri. C'est le deuxième tremblement de terre ce mois-ci. La maid senior suggère qu'ils commencent à déplacer leurs affaires dès que possible. Ils ont réussi à tenir ici pendant 2 ans, mais il est peut-être enfin temps de partir. Mao demande à la maid senior de ramener son lit au palais dans le royaume démoniaque. Elle-même retournera dans les terres démoniaques. Une fois la décision prise, Yuasa utilise son pouvoir pour téléporter Mao et la maid en formation vers la nation de fer. Mao emmène la maid en formation avec elle pour cette mission. Comme la fille a montré un vrai potentiel et pourrait être utile à leur travail ici, tous trois se dirigent vers la ville de la nation de fer. En chemin, Mao rappelle à la maid l'importance de l'éducation, qu'ils doivent continuer à apprendre s'ils espèrent un jour entrevoir une vie meilleure. Juste au moment où elle termine de parler, ils arrivent à la forge où l'objet demandé par Mao a déjà été terminé.
Le forgeron présente le dispositif à Yusha et à la maid, l'appelant une presse à imprimer, des tampons capables de former des symboles ressemblant à du texte écrit. Cette nuit-là, Yusha est allongé dans son lit, fixant intensément une feuille de papier estampillée des marques du nouvel appareil de Mohu. Devant sa porte, Mohu et Scholarku attendent, chacune ayant ses raisons de vouloir voir Yusha ce soir-là. Après une vive discussion, aucune ne veut céder, insistant pour être la première à le voir. Scholarku est venue parce que la princesse dragon a envoyé un mouchoir à Yusha ce matin, comme un signe d'affection, et elle a réussi à le lui voler. Aucune des deux femmes ne veut céder jusqu'à ce que la servante senior annonce qu'elle va entrer elle-même. Mais, les prenant toutes les deux par surprise, elle utilise sa force pour les pousser à l'intérieur. Yusha, les voyant toutes les deux là, est complètement perplexe, hochant la tête dans la confusion, en regardant Mao et Scholarku se chamailler, jusqu'à ce qu'ils s'endorment finalement. Finalement, elles parviennent à un accord mutuel. Scholarku prend le côté gauche du lit, Mao prend le droit, et toutes trois s'installent paisiblement pour dormir. Pensant que Yusha dort profondément, Mao confie à Scholarku qu'elle retournera au château du Seigneur Démon la semaine prochaine pour renouveler son contrat. Avec un peu de chance, cela ne prendra qu'une quinzaine de jours, après quoi elle rassemblera les autres démons pour s'assurer que la guerre ne dégénère pas. Scholarku s'inquiète immédiatement pour la sécurité de Mo, mais Mo lui dit simplement qu'elle amènera la servante senior pour la protéger. Pendant ce temps, elle veut profiter un peu plus de la chaleur de Yusha avant de partir, et elle demande aussi à Scholarku de veiller sur lui pendant son absence. Yusha, comme il se trouve, a entendu chaque mot de leur conversation. Le lendemain matin, Yusha et tous les autres se rassemblent devant les portes du château pour dire au revoir à Mao et à la servante senior. Mao remet à la servante en formation une bague magique capable de modifier son apparence, lui demandant de se déguiser en Mo de temps en temps pour l'aider dans certaines tâches pendant son absence. Une fois toutes les affaires réglées, Yusha téléporte Mo et la servante senior sur le territoire de la race démoniaque. Avant de se séparer, Yusha et Mo se tiennent par la main, promettant de se revoir bientôt. Ce soir-là, au palais royal de la Nation centrale, l'ancien commandant de la ville frontalière est déjà là, attendant, ayant apparemment utilisé un sosie pour s'échapper de sa cellule. Il arrive ici brûlant de haine pour la race démoniaque et le Chevalier Noir. Le roi de la Nation centrale partage cette même haine, et ensemble, tous deux, chacun avec son propre agenda caché, préparent déjà de nouveaux plans pour raviver la guerre. Une journée paisible se déroule au château, dans le village de la Nation de l'Est. Aujourd'hui, ils ont un invité, nul autre que le marchand qui avait autrefois proposé à Mao. Après avoir servi le thé, Mao, ou plutôt la servante senior déguisée en elle, apparaît pour poursuivre les négociations avec lui. Dès le début de la réunion, le marchand déclare clairement qu'il a apporté des documents comme affaire secondaire. Son véritable but en venant est de la voir, et il demande même pourquoi elle ne porte pas de maquillage aujourd'hui. Passant les politesses, le marchand évoque le récent soulèvement réussi sur l'île de la Nation de l'Est. Grâce à cette île, de nombreuses routes commerciales ont rouvert. Bien que cela ait également entraîné une augmentation des escrocs et des arnaqueurs avec l'opportunité. Il laisse subtilement entendre qu'il veut en savoir plus sur la véritable personne derrière Mohu, laissant la servante déguisée sous une pression énorme. Heureusement, Yusha arrive au bon moment pour interrompre la conversation. Il retire la bague de la main de Mao, enfin, de la servante, et elle retrouve instantanément sa vraie forme. Le marchand ne montre aucune surprise que la personne devant lui n'était pas vraiment Maui, ayant déjà deviné cela, bien qu'il semble vraiment étonné et intrigué par ce morceau de magie remarquable. Yusha laisse la servante en formation partir pour continuer la négociation lui-même. Mettant de côté les déguisements, la vérité est qu'ils se connaissent en fait depuis un certain temps. Après tout, Yusha lui-même a travaillé pour leur alliance économique pour la modique somme de 50 pièces d'or, n'est-ce pas? Ils discutent de combien chacun a changé depuis, ayant apparemment tous deux mûri et devenus plus rusés à leur manière. Pour entrer dans le vif du sujet, Yusha rappelle au marchand qu'il n'a toujours pas rempli sa part de leur ancien accord, que si Yusha revenait un jour, le marchand promettait d'organiser une fête remplie de belles femmes en son honneur, n'est-ce pas? Yusha veut que cette fête soit organisée tout de suite. Puis, à l'étonnement total du marchand,
Yusha téléporte tous les deux directement vers un portail, les emportant dans un pays étrange et inconnu où une brillante aurore brille dans le ciel au-dessus. C'est le royaume démoniaque. Ueshiya demande à son oiseau démon de faire passer le mot pour que tout le monde se dépêche et commence la célébration. Amener le marchand ici sert aussi de confession honnête, que Mo est, en fait, elle-même membre de la race démoniaque. Le pays où il se trouve est la même ville frontière. Après le récent tumulte, plusieurs marchands humains sont restés ici pour continuer leur commerce. Ils entrent dans une taverne où humains et démons mangent et boivent ensemble, comme s'il n'y avait aucune séparation. La ville compte maintenant plus de 30 000 habitants, dépassant même la nation lacustre, et sert de terrain neutre dans la guerre entre humains et démons. Une fois dehors, le marchand ne comprend pas pourquoi Uosha s'implique dans quelque chose de si dangereux. Mais ici, ce n'est pas le cas. La nouvelle se propage vite et la princesse dragon arrive bientôt, apportant de la nourriture et des fournitures pour commencer la fête. Dans le royaume des démons, Mahou arrive à un endroit entouré d'eau et de chutes d'eau où 3 sorcières l'observent avec méfiance. La scène change, et après un moment, l'endroit se transforme en un festin somptueux et joyeux. Yosha demande aux marchands ce qu'ils pensent des femmes bien dotées autour d'eux. Une fois la fête terminée, il s'allonge sur le sol et Yosha demande aux marchands ce qu'ils pensent de cet endroit, lui proposant de le lui vendre s'il est intéressé. En échange, le marchand doit simplement prouver qu'il peut faire prospérer cet endroit. Pendant ce temps, dans le royaume des démons, Mahou est retournée à son château après sa visite. Elle et la servante senior s'enfonce dans le château, prête à ouvrir une porte dans le cadre d'un rituel. La servante senior promet même que si Mahou n'est plus elle-même après l'ouverture de la porte, elle la tuera sans hésitation. Rassurée par cela, Mahou utilise rapidement son pouvoir pour ouvrir la porte et entrer. Le lendemain matin, Yusha retourne au château et trouve le savant Q à genoux devant lui. Elle est venue lui rendre son épée et, en même temps, propose de donner son âme à Yusha pour qu'il devienne son maître. Le savant Q pense que Mahou est une personne trop merveilleuse et que Yusha appartient vraiment à Mahou, mais elle ne veut pas être celle qui se retrouve dans cette position. Elle veut donc que Yusha devienne son maître maintenant pour pouvoir lui appartenir et rester à ses côtés. Yusha sent que cela compte beaucoup pour le savant Q, alors il accepte l'épée et accepte sa demande. Mais au moment où c'est fait, le savant Q prétend immédiatement que c'était juste une blague, même si cela a un vrai poids. Dehors, les 2 sœurs servantes sortent à nouveau pour discuter avec les villageois. Cette fois, en plus de leurs éloges pour Mohou, elles expriment également leur admiration et leur gratitude envers la servante senior, qui les a soutenues tout ce temps. La scène change pour le palais royal de la nation orientale, où un envoyé du dieu de la lumière est arrivé pour annoncer une décision concernant la mobilisation de l'armée pour une guerre à venir. La nouvelle a atteint non seulement le marchand, mais aussi l'église. De retour au château, Ueshiya et les autres sont réunis quand ils entendent frapper à la porte. C'est le roi de la nation orientale lui-même. L'envoyé du dieu de la lumière a déclaré que Mahou n'est pas du tout une savante, mais une hérétique, que ses pommes de terre sont des cadavres de démons et que ses méthodes agricoles sont l'œuvre de démons, défiant directement les enseignements du dieu de la lumière, exigeant son exécution immédiate. Le savant Q, entendant cela, reconnaît immédiatement ce qu'il cherche vraiment. L'idée de faire déguiser quelqu'un d'autre en Mahou et de mourir à sa place est immédiatement rejetée. Mais Yusha propose un autre plan. Il veut que la servante senior se déguise en Mahou. Mais dès qu'elle franchira les frontières de la nation orientale, il la sauvera immédiatement pour que la responsabilité ne retombe jamais sur le roi et que tout soit résolu proprement. C'est un plan parfait, mais cela signifie que Yosho devra encore agir seul. Cela ne semble pas le déranger, disant simplement qu'ils se reverront bientôt. Le savant Q veut l'accompagner, mais elle doit encore s'occuper de l'église et le roi ne peut certainement pas partir non plus. Ils n'ont donc d'autre choix que de procéder avec le plan original. En vérité, Yosha pourrait facilement purifier et gérer toute la capitale sacrée lui-même s'il le voulait. Mais c'est quelque chose que ni lui ni Mahou ne veulent réellement faire. Pour l'instant, les choses continueront simplement comme elles sont. La nouvelle a également atteint l'Alliance concernant une 3e croisade à l'horizon, ainsi que les accusations de l'Église contre Mahou.
Le marchand pèse calmement son prochain mouvement, souhaitant que l'Alliance forme rapidement un nouveau conseil de 10. Au beau milieu de ces discussions, un diplomate de la nation poétique arrive pour demander à rejoindre la réunion. Une fois assis, le diplomate propose que la guilde des marchands aide à bloquer les actions du conseil de 10, tout en fournissant des informations à l'Alliance, car les deux parties ont besoin d'un peu plus de temps avant que les combats ne commencent vraiment. Le diplomate de la nation poétique acquiesce sans hésitation. Après tout, il est aussi l'un des anciens élèves de Mahou. Les deux parties obtiennent rapidement ce qu'elles sont venues chercher, même en étant de part et d'autre du conflit. Pendant ce temps, dans la nation orientale, des paysans et des serfs entourent les soldats royaux, protestant contre les accusations portées contre Mahou. Au palais, Yuasa examine rapidement la situation d'en haut avant de retourner faire son rapport. Les agriculteurs et le peuple adorent clairement Mahou, car c'est grâce à elle qu'ils mènent désormais une vie beaucoup plus confortable et sécurisée. Et même les servantes en formation ont profité de cette bienveillance, recevant de nombreux cadeaux du peuple. La vieille servante ressent une profonde joie de voir Mahou si aimée, ayant elle-même appris à aimer ce mode de vie. L'idée de devoir un jour quitter cet endroit lui cause un véritable regret. Mais à ce moment-là, dehors, une cloche sonne. L'heure de l'exécution est arrivée. La savante Q, en tant qu'abbesse, doit se dépêcher de gérer les affaires à l'extérieur. Et avant de partir, elle n'oublie pas d'étreindre la vieille servante pour la réconforter. Yusha, lui aussi, doit partir pour se préparer à la prochaine phase du plan de sauvetage. La vieille servante serre la bague dans sa main, puis s'éclipse rapidement pendant que sa sœur cadette dort encore profondément. Cependant, le poids qui pèse sur ses épaules devient trop lourd, et elle craque en larmes. Dans le royaume des démons, la servante senior attend également dehors, anxieuse de voir Mahou sortir sain et sauf de la chambre. Dehors des murs de la ville, des foules se sont rassemblées, attirées par la nouvelle que la savante Q, c'est-à-dire Mahou, a été capturée, et les soldats ont renforcé la sécurité pour éviter tout trouble. À ce moment-là, des carrosses portant une cage en fer sont amenés. Sur la plateforme, l'envoyé du dieu de la lumière s'avance, suivi par le roi de la nation orientale lui-même. Une fois tout le monde présent, Mahou monte également sur la plateforme. Pour confirmer qu'elle n'est pas une imposture, un autre subordonné s'avance pour l'inspecter. Ce n'est qu'après avoir réussi cette inspection physique que la servante déguisée, se faisant passer pour Mahou, se voit mettre des chaînes avant d'être emmenée. Une fois cela fait, l'envoyé reprend son prêche, déclarant que Mahou est une servante du diable et que quiconque suit ses enseignements sera possédé par des démons et mourra. La Mahou déguisée est traînée de force par les soldats, qui n'hésitent pas à utiliser des fouets et la force brute. Le sang coule sur le sol et la vue est insupportable pour chaque paysan présent, même pour le roi lui-même. Tous sont le cœur brisé, mais impuissants à intervenir. Après avoir été brutalement battue et poussée en avant pour ses derniers mots, la servante, portant le visage de Mahou, se tient simplement devant tous ceux qui sont là et parle de sa propre vie en tant que serf. Elle déclare croire qu'elle ne porte pas de sang servile en elle, qu'elle est un être humain. Ces mots déplaisent beaucoup à l'envoyé, qui frappe immédiatement la servante avec force. Malgré le coup, elle avance, parlant d'une vie heureuse et libre, de droits que nul être humain ne devrait jamais perdre. La foule en bas écoute en silence ce que cette petite femme apparemment ordinaire a à dire, et quelque chose comme de la lumière commence à naître dans leur cœur. Furieux, l'envoyé ordonne à tout le monde de lapider cet hérétique jusqu'à la mort, mais la foule hésite. La servante comprend leur hésitation. Elle leur dit simplement que chacun a le droit de choisir librement, qu'ils peuvent la tuer s'ils le souhaitent, et elle ne résistera pas. Mais elle demande qu'ils ne choisissent pas de vivre comme des insectes simplement parce qu'ils y ont été contraints. Sur ce, elle s'effondre, inconsciente. Au final, des pierres sont effectivement lancées, mais pas sur Mahou. Elles sont jetées sur l'envoyé et ses soldats à la place. Le roi des nations orientales reste silencieux, un silence qui exprime un accord tacite, et les soldats qui s'étaient préparés à tuer Mahou se retrouvent bloqués par les pierres que le peuple lance. En vérité, la servante aurait pu rester silencieuse et laisser Yusha la sauver, mais elle a choisi de ne pas le faire. Elle avait déjà accepté sa propre mort ici. Mais juste au moment où un soldat lève son épée pour porter le coup fatal,
le roi de la nation orientale prend sa décision et s'élance pour la protéger. Suivant de près, le savant Q et le majordome avancent aussi. Attrapant Mahou déguisée alors qu'elle tombe, le roi rappelle à l'envoyé qu'il est le véritable souverain de cette terre et que l'obéissance à la nation centrale a déjà causé bien trop de souffrances. Ému par les mots audacieux et révélateurs de Mahou, le roi se lève enfin. Suivant son exemple, le savant Q s'exprime aussi, condamnant les actions de l'envoyé et de l'Église comme une trahison honteuse de la sainteté du Dieu de la lumière. Le roi lève alors la main, appelant son peuple à se rassembler pour protéger le savant Q. Protéger Mahou. La foule éclate de joie et de soulagement, croyant fermement en ce qu'elle vient de voir, que Mahou est une sainte, pas une hérétique. Ainsi, tous ensemble ordonnent à l'envoyé et à ses soldats de quitter cette terre immédiatement. Yosha, caché, observe la scène, ne pouvant retenir un sourire amer. Mais pour ce moment, la victoire leur appartient. Dans un autre château, un démon puissant sent la force vitale de la vieille servante pulsaire, un plan se formant déjà dans son esprit. Ce soir-là, au château, même si la vieille servante n'a pas suivi le plan initial, elle a illuminé tout le royaume par ses actions et personne ne lui en veut. Le lendemain matin, une fois les envoyés partis, tout le monde reprend peu à peu ses esprits, réalisant que déclarer la guerre à la nation centrale était peut-être trop hâtif. Mais peu importe les regrets, ce qui est fait est fait. Plus important encore, grâce au discours de la servante, les serfs ont déjà commencé à se soulever contre les propriétaires terriens. Le peuple veut la liberté, et la question pressante devient comment la famille royale compte répondre à ce désir. À ce stade, un membre de la famille royale propose de se tenir fermement avec le peuple et d'accorder la liberté aux serfs, bien que cela signifierait provoquer directement la nation centrale. Et s'ils attaquent vraiment, toute la nation orientale pourrait être anéantie. En ce moment, si la nation centrale attaque réellement, elle perdrait le bouclier qui la protège des démons, et son armée serait encore plus divisée alors que les propriétaires se retournent contre eux. Mao s'oppose à cette proposition, car il ne comprend toujours pas ce que la nation centrale cherche réellement, si leur préoccupation est l'Église ou le roi. Le savant Q raisonne que peut-être la nation centrale utilise le Dieu de la lumière pour rassembler les gens, amassant richesse, connaissance, pouvoir et force pour elle-même, visant à construire et renforcer sa propre hiérarchie de classe. En entendant cela, la vieille servante se rappelle ce que Mao Wu lui avait dit, que garder toute la richesse pour soi peut rendre riche, mais ne peut jamais apporter de véritable prospérité. En ce moment, l'Église appauvrit le peuple, révélant que leur véritable objectif est bien plus profond qu'il n'y paraît. Au milieu de cette délibération tendue, la jeune servante en formation et le majordome arrivent avec de la nourriture pour tout le monde, espérant un peu éclaircir les esprits. Cela, à son tour, suscite une nouvelle idée pour Uosha. Du côté de l'Alliance, en apprenant que la nation du lac a établi une église indépendante de l'église principale, l'appelant l'église du Dieu de la lumière et l'exploitant comme une religion locale. Le marchand ne peut s'empêcher d'éclater de rire. Il reconnaît immédiatement cela comme probablement le plan de Yuasa, car Mao Wu ne ferait jamais cela elle-même, même si cela pourrait réussir. Grâce à la décision de la nation orientale de libérer ses serfs, la nation centrale se retrouve plongée dans le chaos total. À ce stade, le marchand remarque aussi que le papier que le côté de Yusha lui a envoyé diffère du papyrus standard actuellement en usage. De plus, il semble déjà se répandre largement. Il se rappelle ce que Mao lui avait dit sur ce type de papier, et cela commence à ébranler sa confiance dans leur plan global. Quant au Conseil des 10, 3 nations ont décidé de soutenir la nation centrale. 2 nations soutiennent le pays du Sud, et les autres restent neutres. Grâce au revers de la nation centrale suite aux événements récents, l'Alliance a réussi à augmenter considérablement ses exportations, se vendant très bien. Cependant, le marchand ne pousse pas pour des ventes supplémentaires cette fois. Au lieu de cela, il ordonne à ses subordonnés d'acheter autant de fer, de charbon et d'argent que possible rapidement, ainsi que des provisions. La frénésie d'achat actuelle de l'Alliance est purement spéculative, se positionnant pour vendre plus tard à un moment bien plus avantageux. Parmi les royaumes du Sud, tout le monde se réunit à nouveau pour discuter de la situation. Concernant la nation orientale, la population de la ville a augmenté, bien que pas de manière spectaculaire.
L'allié de la nation orientale, la reine de la nation poétique, suggère d'utiliser la musique pour aider à combattre l'analphabétisme parmi le peuple. La vieille servante craint que de telles chansons ne soient condamnées par l'Église comme répandant l'hérésie, mettant potentiellement le peuple en danger. Elle propose plutôt de s'appuyer sur des méthodes d'approche plus conventionnelles, utilisant des impôts bas et une vie d'égalité réelle pour attirer les gens. Le roi et tous les présents s'accordent immédiatement à dire que c'est une excellente idée. De retour à l'Alliance, le marchand continue d'acheter de la nourriture et des machines, tout en rédigeant des contrats avec le papier de Mao, espérant en tirer profit. La guerre entre la nation centrale et les royaumes du Sud semble inévitable, et ce sera le moment idéal pour augmenter les prix. Le marchand prévoit aussi d'étendre ses opérations dans les royaumes du Sud à l'arrivée de l'été, pensant que le commerce là-bas pourrait être encore plus prometteur. À la ville frontalière, les dirigeants s'inquiètent de l'approvisionnement en sel. Juste à ce moment, la princesse Dragon arrive avec de bonnes nouvelles. Le général de la forteresse de l'Est a décidé de se ranger du côté de l'humanité. La princesse Dragon rappelle au commandant de l'armée des croisés que les démons bleus sont une race redoutablement puissante, avide de territoire humain, et des rumeurs circulent déjà sur une alliance secrète avec la race démoniaque de cette ville. La scène change pour un autre royaume où la hausse des prix du blé rend le peuple profondément amer. C'est exactement ce que l'Alliance avait prévu. Ils poussent pour vendre leur blé aux riches propriétaires terriens tout en refusant de vendre aux nations alliées à la nation centrale. Le marchand rappelle aussi qu'ils doivent s'occuper de l'organisation de la main noire qui les suit. Et plus vite ils agiront, mieux ce sera, car ici, ce sont les marchands qui font la loi. Un ancien élève de Mou, maintenant au château de la Nation de l'Est, reçoit une lettre sur la situation qui se détériore dans la nation centrale. Les royaumes du Sud se réunissent à nouveau pour discuter, concluant que cela est presque certainement l'œuvre d'une main cachée. Non seulement cela nuit au peuple de la nation centrale, mais cela risque aussi d'attirer une attention indésirable sur leur propre royaume du Sud, ce qui pourrait faire chuter leur économie. Ce n'est que maintenant que le roi et tous les présents comprennent vraiment la gravité de la situation. L'ancien élève de Mao Wu propose de s'attaquer directement à la question des taxes. S'ils n'agissent pas maintenant, cet hiver, leur royaume fera face à la famine à nouveau. Pendant ce temps, les propriétaires terriens influents ont déjà reçu des invitations à la réunion du Conseil, étant ceux qui bénéficieront le plus de cette inflation. Dans la nuit noire, alors que le marchand est perdu dans ses pensées, la princesse Dragon apparaît soudain devant lui. Elle a demandé l'aide d'un sorcier pour le retrouver, venant ici spécifiquement pour acheter autant de sel que possible. En vérité, le sel est un produit de luxe dans le royaume des démons. Plutôt que de l'acheter, elle veut demander un prêt au marchand. Le marchand réfléchit un instant, se remémorant son ancien accord avec Yosha, et décide de signer un contrat avec la princesse Dragon. La scène change pour un souvenir du passé, lorsque la servante senior était encore plus jeune. En apprenant que Mo deviendrait le prochain seigneur démon, elle s'est opposée avec force. La raison étant que cela obligerait Mao à rester au cœur du palais du royaume démoniaque, où l'âme de l'ancien seigneur démon prendrait possession de son corps. En vérité, cela ne l'effacerait pas complètement, mais l'altérerait. Une fois le processus terminé, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mao insiste fermement sur le fait qu'elle sera toujours elle-même et qu'elle reviendra. La servante senior soulève une autre préoccupation. Sans hériter des capacités de combat de l'ancien seigneur démon, comment Mao pourrait-elle espérer régner sur le royaume démoniaque? Mao répond simplement qu'elle n'a pas l'intention de régner par la violence. À ce moment-là, Mao montre à la servante senior un livre contenant une image de Yusha enfant, la personne la plus importante qu'elle désire rencontrer un jour. Mao veut désespérément rencontrer cette personne nommée Yuesha pour commencer son voyage avec lui. De retour au présent, dans le royaume du Sud, l'appel à la guerre de la nation centrale est arrivé, et l'Église a déjà approuvé la décision. Heureusement, les taxes à l'importation de la nation de l'Est ont coupé l'approvisionnement en grains dont ils dépendaient, bien que l'issue ne soit pas entièrement favorable. Puisqu'une déclaration formelle de guerre a été faite, il prévoit d'attaquer le 4e jour du premier mois d'hiver dans les plaines du Nord, dans 10 jours. Yosha est furieux. Il ne veut pas de cette guerre, et il est certain que Mao ne le veut pas non plus. Il se souvient de ce que Mao lui a montré le premier jour de leur rencontre, et peu à peu, il parvient à se calmer.
Il demande au roi combien de temps il pourrait tenir en bataille sans subir de pertes des deux côtés. Le roi réfléchit un instant avant de faire sa suggestion. S'ils peuvent tenir 4 semaines, puisque la saison des neiges arrivera probablement d'ici là, cela pourrait considérablement minimiser les pertes. Et avec cela, ils ont maintenant un plan de bataille qui commence à se dessiner. À ce moment-là, la princesse Dragon se réunit avec l'Alliance marchande, observant les membres acheter et vendre sans relâche. Juste à ce moment, des nouvelles arrivent, indiquant que l'Église pousse la capitale sacrée à émettre de nouvelles coupures pour lutter contre la crise d'inflation à un taux de change de 20 pour 10. Le marchand explique la situation simplement à la princesse Dragon, et elle réalise rapidement que les autorités essaient d'aspirer la richesse du peuple à travers ce schéma de conversion monétaire. Le marchand ne semble pas particulièrement alarmé, car cette manœuvre ne profitera pas longtemps au gouvernement. Du côté des nations centrales, des soldats, des chevaliers et des formations de bataille ont été mobilisés en nombre énorme. Pendant que les royaumes du Sud accusent un retard notable, ne comptant apparemment que quelques centaines de troupes, d'autres légions continuent de converger sous la bannière de la nation centrale en préparation de la guerre, et ils ont même apporté du bon vin pour remonter le moral de leurs soldats. Non loin de là, les deux sœurs servantes rendent visite à un ancien élève de Mao, espérant obtenir son aide pour diffuser de nouveaux manuels scolaires. La nouvelle se propage rapidement, et dans la nation du Chevalier Blanc, l'empereur, en entendant cela, conclut immédiatement que Mao doit encore être en vie, étant donné que ses idées continuent de se répandre ainsi. La décision de la nation de l'Est de libérer ses serfs a provoqué un afflux de serfs migrants vers la nation de Fer, menaçant de submerger et potentiellement dévaster l'endroit. L'ancien commandant de l'armée des croisés exhorte immédiatement le roi à lancer une embuscade surprise contre la nation de Fer, à la fois pour protéger la nation du Chevalier Blanc et pour assouvir sa propre vengeance personnelle. Le lendemain arrive et au château de la nation de l'Est, tout le monde continue de débattre des stratégies pour minimiser les pertes lors du prochain combat. La nation centrale commande actuellement environ 20 000 troupes, tandis que leur propre côté en a près de 5 000, bien que les pertes réelles dépendront encore largement des manœuvres de l'ennemi. À ce moment-là, un soldat se précipite avec des nouvelles des eaux côtières froides au sud du territoire démoniaque. Une estimation préliminaire suggère que plus de 1500 troupes se dirigent vers ici. Le savant Q devient anxieux, soupçonnant que cela soit l'œuvre de Mo. Le roi, ne pouvant pas envoyer d'autres troupes là-bas, se retrouve dans l'embarras, alors Yusha se porte volontaire pour y aller lui-même, mais pas pour combattre. Le roi réfléchit avant d'accepter, promettant de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité des deux côtés du conflit. De l'autre côté, le marchand amène la princesse Dragon à rencontrer le ministre des Finances, un autre ancien élève de Mao. Le ministre reconnaît rapidement que l'Alliance utilise des contrats pour provoquer l'inflation, et le marchand, à son tour, réalise que la personne qui a mis en place ce schéma fiscal se tient juste devant lui. Les deux parties se regardent avec une réelle appréciation. À la table des négociations, le marchand expose 4 demandes essentielles. Premièrement, les royaumes du Sud doivent accorder à l'Alliance des privilèges fiscaux spéciaux. Deuxièmement, ils doivent restituer les droits sur l'île appartenant aux démons, le marchand souhaitant en louer une partie sous le couvert d'une concession formelle. Ensuite, le marchand veut que le ministre autorise l'établissement de banques et d'autres privilèges spéciaux pour l'Alliance dans les 3 villes centrales de la nation. Et enfin, il veut acheter l'intégralité de leurs réserves de pommes de terre. Le ministre trouve ces demandes plutôt bizarres, les retournant rapidement dans son esprit pour comprendre les véritables intentions du marchand avant de donner sa réponse finale. Ailleurs, Yusha utilise sa capacité de téléportation pour atteindre l'endroit où les forces démoniaques avancent. Son esprit dérive vers les mots que Mao lui a un jour dit le tout premier jour où ils se sont rencontrés. Après avoir voyagé un moment, il aperçoit enfin les démons bleus marchant en avant, entièrement équipés pour un long voyage. Yusha envisage de frapper leur train de ravitaillement pour arrêter l'avancée de l'ennemi vers la bataille. À ce moment-là, la sorcière, ancienne membre de l'équipe de Yusha, apparaît soudainement, offrant de se battre à ses côtés dans cette campagne. De retour au château démoniaque, la servante senior continue sa longue attente anxieuse. Après ce qui semble une éternité, la porte s'ouvre enfin et Mao sort, complètement épuisée. La servante senior observe la silhouette devant elle avec méfiance, sentant immédiatement que cette personne n'est plus Mao.
Et en effet, la Mahou qui se tient devant elle a été envahie par l'âme du seigneur démon régnant. Sans perdre de temps, la servante seigneur déchaîne immédiatement toute sa force contre Mahou, mais l'attaque est facilement bloquée. Cette Mahou, ou plutôt le seigneur démon actuel qui habite son corps, rejette la servante seigneur comme une simple vermine. Les deux s'affrontent de front, mais la disparité de puissance s'avère trop grande, et la servante seigneur perd un bras dans l'échange. Pendant ce temps, Yosha est réellement surpris de voir la sorcière, mais elle ne perd pas de temps avec des mots, déclarant simplement qu'elle prendra en charge ce champ de bataille elle-même, et que Yosha doit se dépêcher de détruire la porte en utilisant sa magie la plus puissante pour empêcher la race démoniaque de se déplacer entre les mondes. Yosha hésite brièvement, mais la sorcière lui rappelle d'y aller maintenant, parce que Moho a besoin de lui là-bas. Pendant ce temps, dans la ville, le ministre, se remémorant tout ce que Moho lui a un jour enseigné, comprend enfin la véritable intention du marchand. Il veut établir un système de double monnaie. Le marchand ne le nie pas. Avec l'économie de la nation centrale actuellement en déclin, c'est le moment parfait pour l'Alliance de se tailler un tout nouveau marché, ouvrant également des routes commerciales avec la race démoniaque. La princesse dragon s'avance et révèle sa véritable identité au ministre, ce qui ne fait qu'approfondir davantage son choc, bien que cela serve aussi de preuve vivante que le commerce entre les deux parties est réellement possible. Pendant ce temps, la sorcière déploie rapidement son cercle magique pour affronter les démons bleus, et d'un seul coup, elle parvient à téléporter toute la force démoniaque ailleurs. Une fois cela fait, Yosha se précipite vers le portail, libérant toute sa puissance pour le détruire complètement. La secousse de cette explosion est si massive que même le côté humain peut la ressentir. Dans un autre royaume, dès que la nation de fer apprend le plan de la nation des chevaliers blancs de les tendre une embuscade, elle mobilise rapidement ses propres forces pour faire face à la menace. Les pièges le long de la route anéantissent entièrement la première légion ennemie. Puis, des flèches aussi acérées que des hirondelles plongent droit dans la deuxième légion, abattant chevaux et cavaliers. Les troupes suivantes se dispersent dans différentes directions pour intensifier l'attaque. Cette fois, la nation de fer déploie des soldats pour couper l'ennemi qui arrive. Voyant les forces de la nation des chevaliers blancs se rapprocher et se diriger vers le flanc gauche, la nation de fer, déjà prête, se met en position pour contrer l'assaut. Pendant ce temps, Yosha, suivant les instructions de la sorcière, plonge dans la brume étrange et tourbillonnante et émerge dans le royaume démoniaque. La sorcière utilise la magie pour informer Yosha que Mo a presque atteint l'état de véritable seigneur démon, mais elle a encore besoin de lui là-bas. Elle révèle la position actuelle de Mo au fond de la chambre la plus intérieure du château du seigneur démon, à son niveau le plus bas. Là, la servante seigneur, malgré la perte de son bras, se force à continuer à se battre, mettant tout son dernier souffle pour essayer de faire remonter l'âme et la conscience de Mao Wu à la surface le plus rapidement possible. Le seigneur démon, sans hésitation, se jette à nouveau en avant, et la servante seigneur profite de ce moment pour sortir en courant et verrouiller la porte derrière elle, sachant que c'est seulement une mesure temporaire. Dehors, vous lancez des roquettes vers le château du seigneur démon, comme un missile. De retour dans le monde humain, la nation centrale a maintenant rassemblé environ 40 000 troupes, la grande majorité étant des fantassins. De leur côté, ils ont envoyé de somptueuses provisions alimentaires pour encourager une nuit de festin, espérant repousser la date de la bataille le plus longtemps possible. La savante Q ordonne à ses hommes de nourrir rapidement les chevaux en préparation au combat et note que si la menace de guerre se rapproche, il pourrait même devoir appeler les agriculteurs aux armes. Elle ordonne à ses subordonnés d'envoyer discrètement des espions pour donner de l'eau contaminée aux chevaux ennemis, espérant les affaiblir avant le combat. Dans la nation de fer, des soldats blessés lors de l'affrontement avec la nation des chevaliers blancs sont ramenés au palais pour traitement. Leur général, également un ancien élève de Mo, applique tout ce qu'il a appris pour assurer la victoire de la nation de fer. Après la bataille, la nation des chevaliers blancs subit clairement des pertes plus lourdes dans l'ensemble et leur commandant borgne a déjà fui les lieux. Le général ordonne à ses hommes de continuer à traquer les forces ennemies restantes pour protéger leur patrie. De retour dans le royaume démoniaque, Yosha atteint enfin la chambre la plus intérieure du château démoniaque. Il voit Mo là, avec un sourire doux, mais la servante senior explique rapidement la véritable situation.
Réalisant qu'il ne peut pas tromper Yusha, le seigneur démon convoque immédiatement son arme, déterminé à les tuer tous les deux. Yusha utilise sa main nue pour bloquer le coup du seigneur démon. Dans le royaume de l'Est, la sorcière entre dans le château, laissant tout le monde complètement stupéfait. Il lui demande immédiatement des nouvelles de Yuosha et Mao. La sorcière explique brièvement la situation, puis transmet une demande de Mao à tous les présents. Puisque Mao n'avait pas anticipé que la guerre éclate si soudainement, sa demande ne concerne qu'un animal particulier, classé sous l'ordre des Ardiodactyla. Une créature capable de transmettre des maladies lentement, mais qui produit également une immunité contre toutes les souches plus dangereuses de la même famille de virus. Elle veut qu'il développe cette méthode et trouve un moyen de la diffuser et de l'administrer au public, en bref, d'éradiquer la variole. Tous ceux qui écoutent sont complètement stupéfaits, car cette maladie est vraiment horrible, ayant coûté d'innombrables vies année après année. La sorcière sort un rouleau et le leur remet, contenant une description clairement détaillée de la méthode de traitement. Mao Wu demande également à la sorcière d'aider à rassembler les nations du Sud et leurs alliés pour développer et distribuer ce remède au public pour seulement 1 pièce d'or. Le roi ressent le poids du rouleau dans ses mains, réalisant qu'avec cela, ils n'auront peut-être plus besoin de guerre du tout. Ensuite, avec la permission de Mao, la sorcière révèle sa véritable identité à tous les présents. Le roi et tous les autres sont horrifiés, mais ils reconnaissent aussi que la race démoniaque n'est pas toujours aussi cruelle et maléfique qu'ils l'avaient supposé. Dans une maison de la nation de l'Est, les sœurs servantes sont encore à l'œuvre sur leur tâche d'impression. À ce moment-là, la porte s'ouvre brusquement et le commandant Borgne apparaît, déterminé à les éliminer toutes les deux. Pendant ce temps, dans le royaume démoniaque, Yosha, ayant juste bloqué l'attaque du seigneur démon, essaie désespérément de ramener l'âme de Mo à la conscience. Le seigneur démon poursuit son assaut froid et implacable sur Yusha, suggérant même à Yusha de former un pacte avec lui à la place, promettant de lui accorder la moitié de ce monde en retour. Yusha refuse sans hésitation, car ce monde n'a jamais appartenu au seigneur démon et il ne peut pas donner quelque chose qui n'a jamais été le sien à offrir. Yusha utilise sa force pour téléporter le seigneur démon ailleurs dans le château. Il saisit l'opportunité. Ce corps appartient à Mao, donc aussi à lui, peu importe l'âme qui y réside. C'est toujours le sien. Alors que le seigneur démon reste perplexe, Yuta appelle Mao, l'exhortant à se manifester. Peu après, grâce aux mots doux de Yusha, Mao réussit à expulser l'âme du seigneur démon de son corps, émergeant pour retrouver l'homme qu'elle aime. Enfin, ils sont réunis, même s'il reste encore beaucoup à faire. Dans le monde humain, le général, en reconnaissance, tombe soudain sur des cadavres éparpillés. Un cri déchirant résonne d'une maison. Le commandant à un œil a pris la sœur cadette en otage, prête à tuer la servante aînée, la croyant responsable. Juste au moment où l'épée s'apprête à frapper, le général arrive à temps, dégainant son épée pour protéger les deux sœurs. De retour au château démon, Mao, ayant repris conscience, demande rapidement à Yusha de l'aider à rattacher le bras coupé de la servante aînée. Une fois le traitement terminé, Yusha raconte tout ce qui s'est passé à Mao. La scène revient au camp des nations centrales, où les soldats se blottissent autour de leur maigre nourriture restante. Les soldats veulent frapper rapidement les nations du Sud pour améliorer leur situation, mais presque tous leurs chevaux sont morts, et le haut commandement se dispute sans fin sur le partage des butins. En entendant cela, les soldats se mettent en colère, perdant foi en leur gouvernement et en le dieu de la lumière. Les nations du Sud apprennent rapidement qu'un groupe de mercenaires a lancé une attaque surprise de nuit. L'érudite Q prend immédiatement son épée pour commander la défense, rassemblant tout le monde pour renforcer les défenses le plus vite possible. Malgré l'inquiétude de ses subordonnés, l'érudite Q reste confiante, ne lançant pas d'attaque elle-même. Pendant ce temps, le général continue de protéger les deux sœurs avec son propre corps. Mais le commandant à un œil est bien trop puissant, et le général se retrouve dépassé. Dans un moment désespéré, il risque tout, utilisant son gant d'acier pour se défendre, puis lutte avec l'homme à un œil, les entraînant tous les trois dans une chute vertigineuse. Sur le champ de bataille, l'érudite Q ordonne à ses soldats d'exécuter une stratégie de frappe rapide et de retraite immédiate. Sous le couvert de l'obscurité, les mercenaires inexpérimentés se retrouvent bloqués par les forces de l'érudite Q.
Bien que son armée soit moins nombreuse, elle est divisée en petites unités, forçant le chef ennemi à diviser ses troupes. Malgré la situation défavorable, les forces de l'érudite Q continuent de se diviser, visant à attirer l'ennemi vers un point de rendez-vous final. Pendant ce temps, les deux sœurs se précipitent pour vérifier la situation en bas. Le commandant à un œil est mort, mais heureusement, le général a survécu, ayant réussi à saisir une corde à temps. La scène revient au champ de bataille, où l'armée de l'érudite Q s'est rapidement regroupée près d'un lac, subissant seulement des blessures mineures. Avant le prochain affrontement, l'érudite Q instruit ses soldats qu'il n'est pas nécessaire de tuer. Il suffit de faire tomber les cavaliers ennemis de leurs chevaux. À ce moment-là, les premières neiges de la saison commencent, renforçant leur camp. À l'église, le prince des démons bleus maudit la noblesse humaine, arguant que si les humains ne peuvent pas traverser la tempête de neige, ils ne peuvent pas attaquer les forces principales du royaume démon. À ce moment, le grand prêtre de l'église arrive, partageant un objectif commun. Ils forment une alliance, les démons bleus recevant les territoires des 3 nations du Sud en cas de victoire. La nation centrale a décidé de lancer une 3e croisade, non seulement pour anéantir les nations du Sud, mais aussi pour reprendre la ville frontalière et tuer le seigneur démon. Avec leurs armes et leurs forces actuelles, cela serait impossible. Mais ils ont réussi à acquérir l'armement avancé de Mao Wu par la corruption et l'espionnage. Et avec une seule arme à feu, ils pourraient facilement anéantir une armée entière. Celui qui se tient au-dessus de tous, la plus haute autorité, a donné son approbation pour cette attaque. Tout cela au nom du dieu de la lumière. Pendant ce temps, dans le royaume démon, la sorcière, dans cette terre étrange, libère une concentration dense de magie ancienne et primordiale. Au château démon, les différentes races démoniaques se rassemblent, acclamant Mao, leur seigneur démon. Mao commence rapidement son discours, marquant le début d'une nouvelle année en tant que seigneur démon. Une fois son discours terminé, Mao présente Yusha à la foule comme son général le plus capable, le chevalier noir. Son salut avec l'épée cérémonielle ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme, laissant Yusha sans choix que de libérer sa force pour niveler une colline entière. Les différentes races démoniaques éclatent alors en acclamations, le célébrant comme un saint sur le champ. Ensuite, Mao évoque le pacte entre humains et démons, ouvrant un Kuriltai, une réunion de haut niveau parmi les clans les plus puissants. Les démons s'excitent, pensant que le seigneur démon prépare une attaque contre le monde humain. Voyant que peu importe ses explications, la foule refuse d'écouter. Mao devient frustré et Yorcha la réconforte, lui promettant qu'elles surmonteront cela ensemble. Dehors, dans le monde humain, l'hiver est arrivé. Mao est retournée dans son château et examine le rapport de la vieille servante. Elle étudie aussi la proposition de double monnaie du marchand, découvrant qu'il a déjà rencontré les nations du Sud, demandant d'abandonner les hostilités et d'ouvrir des relations commerciales. Le roi n'avait pas encore donné de réponse officielle, voulant en savoir plus sur la race démoniaque. Alors que la nuit tombe, le savant Q rencontre Mao et lui raconte honnêtement comment elle a remis son épée à Yusha. Elle tient beaucoup à leur amitié et ne souhaite pas se mettre entre elles. Mao, à son tour, s'ouvre, avouant qu'elle se sentait autrefois peu sûre, croyant que Yusha pourrait préférer une femme humaine ordinaire. Mais elle aime vraiment Yusha en tant qu'homme à part entière. Une fois tout mis sur la table, les deux femmes se serrent la main en véritables amies. Ce soir-là, les servantes préparent une table débordante de plats délicieux, et tout le monde, Usha, le savant Q et Mao, se réunit pour profiter du festin, célébrant le retour sain et sauf de Mao et trinquant à la paix retrouvée du royaume. Une fois le festin terminé, tout le monde s'endort, sauf Yusha et la vieille servante, qui restent près du feu pour discuter tranquillement. Mao remarque combien de choses se sont passées en si peu de temps depuis leur départ. La vieille servante ressent une profonde tendresse pour la jeune servante en formation qui s'était déguisée en Mao ce jour-là. Toutes deux réalisent à quel point l'humanité est étrange et remarquable. Mao ressent une fierté sincère pour tout ce que l'humanité et Yusha ont accompli ensemble. Elle comprend qu'elle ne l'aime pas seulement maintenant. Elle en vient à aimer ce monde entier encore plus qu'avant.